Alors Bertrand, il y a plus de différence maintenant entre, les champs et le bas des tours, puisque les agriculteurs sont comme des dealers et ça devient très compliqué d'aller les contrôler, exactement comme les flics ont du mal à rentrer dans les cités, c'est ça? Ouais, c'est ça, tu sais, dans les halls d'immeubles, même Sarkozy a fait une loi, tu sais, pour pas qu'ils squattent les halls d'immeubles. Bah écoute, on prend les agriculteurs pour des dealers. Alors, pourquoi? Parce que il y a eu grosse actualité sur l'Office français de la biodiversité, officine qu'on adore, Action Écologie, n'est-ce pas? Alors pourquoi? Parce que effectivement, un syndicaliste de l'OFB, alors ce syndicaliste s'appelle Benoît Pradal, et il en a eu pour son compte cette semaine parce qu'il a été, il y a eu un extrait de parce qu'il a été interrogé par France Inter. Effectivement, il a comparé les agriculteurs à des dealers en disant ah, ils commencent à nous emmerder, hein, pour faire simple, ils veulent pas de nous, ils veulent pas nous voir sur leur ferme, et c'est comme si des dealers demandaient aux policiers de ne pas venir. Donc évidemment, alors quand même, c'est pas un représentant officiel de l'OFB, ce gars-là. C'est quand même un syndicaliste, il faut quand même le noter. Donc il va défendre sa corporation, d'une certaine manière. Donc il est là pour ça. Donc je veux dire, c'est moins grave que si c'était un responsable de l'OFB. C'est un syndicaliste, encore une fois. Et je crois que, alors je ne sais pas au niveau législatif, mais il doit avoir une parole relativement libre pour défendre leur profession, quoi. Et donc, alors, pourquoi ça a tant fait parler? C'est parce que Bayrou, dans son discours de politique générale, a assez peu parlé d'écologie, hein. Tu sais, tous les écolos radicaux là ont gueulé contre Bayrou, ah, c'est l'absence totale de l'écologie, etc. Donc, contrairement à Barnier, qui en avait quand même pas mal parlé, mais ils n'ont pas du tout le même profil comme on l'avait vu la semaine dernière. Et donc, par contre, il a quand même parlé de l'OFB, alors à demi-mot, en parlant des contrôles avec les armes, et que c'était scandaleux, et que c'était pas normal, etc. Et donc, c'est ça qui a enclenché, si tu veux, la réaction et le reportage de France Inter et l'interview de Benoît Pradal, qui, donc, qui défendait les agents de l'OFB. Mais tu vois que c'est vrai que sa phrase est un peu scandaleuse. Et tu vois aussi l'état d'esprit quand même des agents de l'OFB ou de certains agents de l'OFB. Il ne faut peut-être pas généraliser, mais bon, on entend suffisamment de choses pour généraliser un minimum, disons. Donc cet état d'esprit et de défiance finalement face à une profession par rapport à leur impact sur leur environnement. Et on sait à quel point l'agriculture est un sujet, comment dire, délicat en ce moment. Il ne faut pas trop les exciter parce que ils pourraient revenir à Paris, quoi. Et donc, ça n'a pas été la seule actualité sur l'OFB cette semaine, et c'est pour ça qu'il est important qu'on en parle, c'est parce qu'il y a eu aussi comment dire, dans la presse, on a beaucoup parlé de quelqu'un qui s'appelle Frédéric Brochot, qui est un éleveur de vaches charolais, mais qui fait aussi des céréales sur son exploitation, et il fait ça en Saône-et-Loire. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, ce brave homme? Et ben, il s'est aperçu qu'il y avait des branchages dans ses parcelles, et qui était en fait un barrage de castors, puisque les castors, on ne va pas les refaire, hein, ils sont comme ça, ils font des barrages, c'est leur truc à eux, c'est instinctif. Et donc ce barrage il faisait en sorte que sa parcelle était inondée, et du coup il pouvait plus, c'était plus cultivable, quoi. Donc d'ailleurs il a dû ressemer, donc il a enlevé ce barrage qui ressemble à rien, il y a des photos qui ont traîné sur internet, vraiment tu reconnais pas forcément le barrage si t'es pas un spécialiste, quoi. Et ce gars-là, en fait, il a été dénoncé, alors je sais pas, par un naturaliste passionné des castors peut-être, ou par un écolo, voilà, dénoncé à l'OFB. Et alors, c'est allé assez loin, parce que c'est allé jusqu'au tribunal, figure-toi. Parce qu'en fait, c'est une espèce protégée, le castor, comme tu le sais. Protégé, on en reparlera après, peut-être pas pour longtemps. Mais c'est une espèce protégée, et donc tu ne peux pas détruire les individus, évidemment, mais il y a aussi, tu ne peux pas détruire leur milieu naturel, quoi, leur espace vital, j'allais dire. Donc c'est pour ça que il peut se faire punir pour avoir fait ça. Et donc il a été au tribunal, alors il n'a pas été condamné, mais ceci dit, il a eu un avertissement avec une mise à l'épreuve pendant 2 ans, apparemment. Donc c'est quand même pas anodin, juste pour avoir enlevé des branchages d'un ruisseau, donc, qui était d'accord un barrage de castor, mais quand même, quoi. Donc c'est là où tu vois l'aberration en fait des agents de l'OFB. Et en plus, ça s'est passé, si tu veux, à un moment où il y a quand même beaucoup de critiques de l'organisme depuis longtemps. Et ce qui est aberrant, si tu veux, c'est qu'on puisse pas, je suis désolé, il faut qu'on puisse vivre et se défendre face
la nature, par exemple, au sanglier qui rentre dans sa parcelle et qui détruit tout, eh ben, on a des actions de prévention ou de limitation pour les empêcher de faire du mal, quoi. C'est depuis tout temps, l'homme se défend et défend son gagne-pain, quoi. Et donc, on doit pouvoir détruire un barrage de castors si il y a un danger sur sa parcelle, etc. Il a dû ressemer quand même l'agriculteur. Et donc, ça, c'est vraiment une vision de la législation qui est totalement aberrante. Et ce qui n'est pas normal, si tu veux, c'est que ce soit allé jusqu'au tribunal. C'est qu'à un moment donné, il y a des responsables, c'est-à-dire les agents de l'OFB vont sur le terrain, bon, ils verbalisent ou voilà, mais ils ont quand même des chefs, ces gens-là. Ils ont des responsables. Et on pourra parler aussi du responsable et du directeur de l'OFB au niveau national. Il doit y avoir des consignes. Je veux dire, à un moment donné, le chef local doit dire, écoutez, là, on est en train d'aller trop loin. Il est en train de faire son barrage dans une parcelle d'un agriculteur. Eh bien, l'agriculteur l'a enlevé, bah, on regarde à côté, on s'en fout. C'est pas un sujet. D'ailleurs, c'est pas du tout un sujet. Ça n'a aucune importance qu'on détruise le barrage du pauvre petit castor. Le castor est une espèce qui va très bien et qui posera des problèmes dans l'avenir, comme je l'ai dit. Et donc, on arrivera dans, je sais pas, 10-15 ans, à voir de la régulation du castor. Moi, j'en suis convaincu, et pas seulement du castor. Donc là, si tu veux, il y a un truc où ça ne redescend pas sur le terrain, il n'y a pas de prise de conscience de l'OFB, manifestement, pour que ça aille jusqu'au tribunal. C'est une aberration totale. Donc je voudrais aussi signaler ici qu'il y a une vraie politique au niveau national et européen d'ailleurs, de destruction des barrages, ce qu'on appelle des barrages faits par les hommes et non pas par les castors. Si tu veux, il y a une mise en valeur de l'extraordinaire apport des castors en termes de milieu naturel, même de lutte contre le changement climatique, enfin des trucs délirants que j'ai vus par exemple sur France Culture, où ils louent, si tu veux, le rôle du castor dans la préservation des écosystèmes, etc. Et parce qu'ils font des barrages précisément. Et les barrages apportent plus de diversité, parce que c'est des nouveaux types de milieux, etc. Mais dans le même temps, tu as une politique très forte de l'État de destruction de tous les barrages construits par les hommes pour ce qu'on appelle la continuité écologique. Et par exemple, tu as des vieux moulins, tu as une association par exemple qui lutte contre ce délire étatique, parce qu'on veut détruire de plus en plus de petits barrages dans les cours d'eau. Et donc, ça détruit le patrimoine historique des vieux moulins, etc. Donc tu as des associations qui luttent contre ça. Et tout ça pour dire que si les barrages sont faits par les castors, c'est magnifique, et si c'est fait par les hommes, même des petits barrages, eh bien, il faut les éliminer. Donc voilà toute l'aberration de tous ces conneries et délires qui concernent aujourd'hui la biodiversité. Je voudrais souligner aussi l'interview de Olivier Thibault au Sénat qui a été auditionné et qui a dit, alors je te dis une phrase qu'il a dite: l'effondrement de la biodiversité affecte nos modes de vie. Ce n'est pas un sujet de militant. Alors, il faudra qu'il nous explique. On le redit ici, il n'y a pas d'effondrement de la biodiversité en Europe. Ce n'est pas vrai. Et il faudra qu'il nous explique en quoi il y a un effondrement qui affecte nos modes de vie en France. Je ne sais pas de quoi il parle. C'est fascinant. Et après, il dit, s'il n'y a plus de pollinisateurs, il n'y a plus d'autonomie alimentaire. Mais il n'y a pas de problème de pollinisation en France ni en Europe. Et les pollinisateurs, il y en a plein. Il y a plus de 3000 espèces de pollinisateurs. Il n'y a pas que les abeilles domestiques. Donc voilà les genres de déclarations que fait un directeur de l'OFB. Donc bon. Voilà. Donc en fait, l'OFB concentre les critiques. Mais manifestement, il y a des choses qui montrent sur le terrain, il y a des choses un peu bizarres et des contrôles bizarres. Moi, j'ai eu de contrôles aussi bizarres sur le vison d'Europe ou d'Amérique. D'ailleurs, tous ceux qui nous écoutent, là, les agriculteurs ou des gens qui ont des expériences, des anecdotes sur les contrôles de l'OFB, merci de nous le dire dans les commentaires ou de nous contacter. Voilà, pour qu'on fasse remonter tout ça et qu'on voit de quoi il s'agit. Donc moi, tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que dans le futur, tu auras de plus en plus de remise en cause de la protection d'un certain nombre d'espèces, c'est déjà le cas, et il y aura, je pense, la mise en œuvre de mesures pour faciliter la destruction de certaines espèces. C'est déjà le cas sur le sanglier, je pense que ça sera le cas dans l'avenir sur le castor, mais aussi sur beaucoup d'espèces, et on va revenir un peu comme une attitude aux États-Unis, tu sais, où il y a une régulation des espèces beaucoup plus importante. Tu sais comment on détruit les barrages de castors aux États-Unis?
Déjà, est-ce qu'on arrive à les différencier des petits barrages humains? C'était une question que je voulais te poser. Comment on fait? Et ensuite, oui, dis-nous comment on les détruit? Alors, comment les barrages humains, en général, c'est des barrages, en béton, en pierre, enfin, tu vois, les Les vieux petits moulins. les petits barrages humains dont tu Ouais, parlais là. ouais, bah, c'est ça, c'est des petits barrages, tu sais, dans les moulins à eau où, c'est pour faire des retenues. Alors attends, laisse-moi réfléchir. Oui, il faut faire des retenues pour faire, tourner la roue. Tu as une petite D'accord. retenue, donc tu as une chute d'eau qui te permet de faire tourner la roue du moulin plus vite. Et donc Donc là, tous on peut ces vraiment petits ouais, barrages-là sont éliminés, quoi. Donc il y en a qui sont en d'accord. bois faits par les voilà et voilà, donc c'est toute l'aberration. Quand c'est un castor, c'est bien. Quand c'est un humain, c'est pas bien. Et on détruit tout le patrimoine historique français. Enfin, la débilité de ces politiques de continuité écologique, c'est vraiment ça. Aucune justification. Et puis alors, on dit, aux États-Unis, on fout de la dynamite sur les D'accord. barrages. Parce que si tu veux, ça pose vachement de problèmes. Parce que ça peut être colossal, un barrage de castor. Ah ouais? Et ça Bah, peut c'est ça la poser des question problèmes. justement. C'est pas forcément petit, c'est ça? Parce que le castor, c'est un petit animal, mais il peut faire un gros barrage. Et ça peut faire. Alors, en Europe, manifestement, les barrages, il y avait pas. Alors, il faudrait que je regarde dans la littérature, hein, mais ça a l'air d'être moins spectaculaire qu'aux États-Unis. Mais je pense que ça va venir. On va voir peut-être des barrages très très spectaculaires comme aux États-Unis. Et là, c'est à la dynamite qui les font sauter parce que c'est absolument énorme. Ça fait des retenues très importantes, ce qui fait que dans le cas où ton barrage cède pour une raison ou pour une autre, dans le cas d'inondation, ça peut faire des dégâts monstrueux. Et donc, tu as vraiment une politique sur les préventions des risques naturels. Il y a des questions peut-être qui se poseront dans l'avenir, quoi, sur les barrages des castors. Mais enfin voilà. Donc je pense qu'on va bientôt en Europe faire sauter les barrages à la dynamite. Non, je plaisante un peu, mais ça va venir, tu vas voir. Il y a trop de problèmes avec les espèces qui se développent aujourd'hui, hein, contrairement à ce que dit le patron de l'OFB. Il y a beaucoup d'espèces qui vont bien, et je suis convaincu que allez, il faut laisser un peu le temps, mais qu'on va revenir tout sur cela et qu'il y aura une facilité à détruire certaines espèces beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui. Donc il y a eu la loi je crois que c'est 64 en France et 76, très importante de protection des espèces. Je pense qu'au XXIe siècle, on va voir un peu l'inverse. Mais bon, c'est qu'une interprétation. On verra bien si Dieu nous prête vie. Bah, écoute, quelque chose d'intéressant par rapport à ce que tu viens de dire, c'est Ouais. qu'il est encore une fois question des normes, hein, avec ces histoires de l'OFB et d'administration. Et on a, Agnès Pannier-Runacher, donc ministre de l'écologie, qui, le 16 janvier au soir, a fait un tweet quand même assez intéressant, qu'il faut que tu commentes, où elle dit: «Ceux qui sont contre l'écologie sont contre les Français. L'écologie est un enjeu de souveraineté et de puissance et le combat contre le dérèglement climatique est une impérieuse nécessité pour en limiter les ravages. Serons-nous toujours en train d'accuser les normes quand la température aura augmenté de 4 degrés en France, comme nous l'indiquent les scientifiques? Ne réduisons pas ce sujet à une action anecdotique qui aurait pour seul objet d'emmerder les Français. Soyons sérieux, ouvrons les yeux». Alors, oui, effectivement, ça emmerde les Français. Ça, on peut être tout à fait d'accord avec elle. Mais est-ce qu'elle a raison? Elle a raison, il faut faire attention quand même. On voit avec les changements climatiques, ça peut être dangereux. Bah, elle Donc a je raison. Enfin, encore une fois, le problème de Pannier-Runacher, c'est qu'elle dit ceux qui sont contre l'écologie sont contre les Français. Alors, d'abord, ça veut dire quoi contre l'écologie? Alors aujourd'hui, c'est quoi l'écologie? C'est justement que la lutte contre le CO2 et les questions de biodiversité, hein. Voilà. Donc c'est la décroissance, je l'ai expliqué déjà, dans le temps et dans l'espace. Et puis, donc ce qui est débile, c'est qu'elle dit l'écologie est un enjeu de souveraineté et de puissance. Mais tout le débat actuel et tout le problème actuel, c'est justement que l'écologie à la sauce moderne que je viens de décrire, nous met des bâtons dans les roues en termes de puissance, d'économie et de souveraineté précisément. Parce qu'il y a trop de normes, donc les normes font qu'on est moins compétitif, donc les mecs à côté sont plus compétitifs, donc on a tendance à importer par exemple, des choses comme ça, tu vois. Et donc, c'est exactement l'écologie d'aujourd'hui qui concerne le CO2 et la biodiversité. C'est un problème de souveraineté parce qu'il y a trop de normes, il y a trop de contraintes. Donc, c'est absolument tout l'inverse de ce qu'elle dit. Et en fait, ce qui est fascinant aussi, c'est qu'elle dit serons-nous toujours en train, oui, d'accuser les normes quand la température aura augmenté de 4 degrés en France, comme nous l'indiquent les scientifiques? Mais enfin, elle ne va pas bien. Les scientifiques n'indiquent pas qu'il y aura 4 degrés. Certains modèles développés par certains scientifiques indiquent une augmentation possible de 4 degrés à l'horizon, je ne sais plus, c'est 2000, alors je ne sais plus jamais les dates, hein, peu importe, 2050, 2100. elles changent beaucoup les dates, hein. C'est aussi pour ça que tu les connais pas, parce que ça Ouais. change très souvent. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que le 4 degrés, en fait, il y a plein de scénarios
fait par des scientifiques, enfin, des gens qui font des modèles mathématiques, Mmh. et ils vont de 1 degré à 4 degrés, à plus 5 degrés, si tu veux. Donc elle Oui, prend le 4 degrés, on ne sait pas pourquoi, voilà, mais elle dit n'importe quoi. Donc elle n'en sait rien. Donc, mais je dirais que c'est pas grave, tu sais pourquoi? Parce que c'est la ministre de l'écologie. Donc c'est son boulot d'être un peu, un peu écolo idiot, tu vois. Mais ce qui est plus grave, c'est pas elle. Tu sais, on en avait parlé d'un autre Gugus au bout du gouvernement. oui, Tu te rappelles la semaine dernière? tout à fait, le nouveau ministre de l'économie, Voilà, il s'appelle Monsieur Lombard, c'est ça? Éric Son Lombard. prénom, Eric, voilà. Alors Eric, cher Eric, tu as fait une belle sortie encore. Je crois que c'est le pompon là. Parce que tu sais, encore une fois, Pannier-Runacher, c'est la ministre de l'écologie, donc elle fait un peu son travail de voilà. Mais le ministre de l'économie, normalement, c'est celui qui amène l'énergie inverse, précisément, pour lutter contre les délires écologiques à l'intérieur même du gouvernement. Et alors, et voilà ce qu'il dit. Alors, c'est Apolline de Malherbe, c'est quoi? C'est BFM, je crois? BFM, ouais, BFM tout à TV. fait. Et il répète ce qu'on a dit la semaine dernière, mais en plus fort. Quelle est la principale priorité du moment en réalité, dit-il? C'est la transformation écologique. C'est ça l'impératif, le réchauffement climatique. Donc tu vois, déjà, écologie, réchauffement climatique, c'est que ça, c'est réduit au CO2. Mmh. Il faut beaucoup d'investissements qui ne sont pas toujours rentables. Donc, il va y avoir une baisse de la rentabilité des entreprises. Il faut l'accepter. Mmh. Le, mal- euh, le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est l'investissement climatique. Non, mais tu te rends compte? Tout le pognon sur le climat ne sert à rien. On l'a déjà expliqué 1000 fois sur cette Et oui, chaîne. Il ne faut pas être complètement, enfin, il faut pas être complètement débile pour croire que nos actions ont un impact sur le climat. Ça n'a jamais eu, ça n'en aura jamais. Et tu prends, allez, une demi-heure, 1 heure de ta vie et tu regardes les données un peu objectives de toute cette affaire, tu le comprends extrêmement vite. Et lui, il a été responsable, il est ministre de l'économie quand même. Et il dit en fait exactement la même chose. Tu sais, tu te rappelles quand on avait vu le nouveau commissaire européen à l'industrie, comment s'appelle-t-il, dont on avait parlé, qui est un des bras droits de Macron, qui était l'ancien mec de Gabriel Attal. Stéphane Séjourné. Voilà, Stéphane Séjourné qui avait dit il n'y a pas d'industrie sans décarbonation et il n'y aura pas de décarbonation sans industrie. Enfin, le même genre de débilité. Donc tu vois que du haut jusqu'en bas, de la France jusqu'à l'Union européenne, tu as des gens en charge de l'économie et de l'industrie dont le principal priorité du moment, c'est la transformation écologique. L'État est en ruine, on va se demander si on va pouvoir encore payer les fonctionnaires et si on ne va pas être en situation de faillite totale comme il s'est passé en Grèce. Et le mec en est là, quoi. Et il parle de la baisse de rentabilité des entreprises qui est nécessaire pour mettre en place la transformation écologique. Non, mais tu vois la déconnexion totale de ces élites-là. Et donc, en fait, ce qui est en train de se passer, pour moi, c'est très clair. Si tu veux, tu as des forces en présence où tu as une remise en cause très claire des délires écologiques. Et là, on le voit à propos de l'OFB et de l'ADEME aussi. L'ADEME est un organisme qui est en train d'être remis en cause à l'image de l'OFB. L'ADEME sur les questions de décroissance dans le temps avec le CO2, hein, diminuer de 50% d'ici 2030 les émissions. Et puis de l'autre côté, l'OFB avec la biodiversité, la décroissance dans l'espace. Et donc, tu as ces deux choses-là qui se percutent et c'est extraordinaire, quoi. J'ai perdu le fil de mon truc, mais en tout cas, c'est incroyable ce qui est en train de se. Oui, ce que je voulais dire, c'est que l'écologie est en train de perdre. Là. L'écologie, encore une fois, hein, lutte contre le CO2 et lutte délirant contre enfin, pour la biodiversité, est en train de perdre du terrain. Il y a des forces en puissance, mais tu as toujours présente, de façon non, anachronique, d'une élite politique qui est complètement déconnectée des réalités à l'échelle française et européenne et qui contraste vachement avec ce qui se passe au niveau des États-Unis. Tu as On remarqué? voit la déconnexion, on voit la déconnexion de toute façon avec le cirque de nos ministres qui veulent interdire, X, sous prétexte que, Musk et Trump, arrivent au pouvoir et on a aussi un gros bazar actuellement avec des reproches qui sont adressés à Mark Zuckerberg parce qu'il commence, avec Meta à être, moins dans la ligne progressiste, alarmiste et cetera et à vouloir à la fois faire du ménage dans ses entreprises et aussi accorder beaucoup plus de liberté d'expression sur ses réseaux. Voilà, ça c'est là aussi l'actualité de cette semaine, c'était
les déclarations de Zuckerberg qui en fait se met derrière finalement Elon Musk, enfin la même ligne. Tu sais, ils veulent arrêter le fact-checking, c'est ces trucs débiles qui sont en fait juste des façons de museler les gens et le débat et d'aller toujours dans le même sens, puisque tu fais intervenir un tiers qui va te dire où est la vérité. En fait, voilà, la vérité est nulle part, on a le droit d'en débattre, etc. Et donc, ce qui est beaucoup mieux, c'est ce qu'a fait Musk sur les notes de la communauté, les community notes, je crois. C'est comme ça qu'on dit. Oui, Ouais, je crois. Bon, bref, sur c'est ça. Twitter, où en fait, c'est les gens voilà, qui s'allient pour critiquer un certain discours, ou remettre dans un certain contexte, etc. Et Zuckerberg veut faire la même chose. Mais il y a plein de gens qui sont totalement fous. Et un reporter vient de dire qu'il quittait Twitter, à tout le monde qui quitte Twitter, enfin tout le monde. Voilà, enfin les mêmes qui Twitter. Mais là, ce qui se passe aux États-Unis, si tu veux, c'est une libération de la parole. On va voir d'ailleurs l'importance que ça va avoir sur les questions du climat, parce qu'on sait que il y a beaucoup été question du Covid et du vaccin, par exemple. Zuckerberg parle de ça, hein, de l'intervention de l'administration Biden pour l'empêcher d'avoir une parole libre sur les vaccins, ça, il le dit clairement. Mais il y a aussi quand même cette question aussi des questions écologiques aussi, où la parole n'est pas tellement libre, et on va voir quelle influence ça va avoir. En tout cas, apparemment, l'agence France Presse comment dire, va perdre beaucoup d'agents à cause de l'arrêt de ce fact-checking, parce que manifestement, il y avait un financement de Meta, ce que j'ai compris en tout cas, sur les fact-checkers de l'agence France Presse. Alors tu sais qu'ils nous avaient fact-checké après l'article que j'avais fait dans Le Point avec Arwan Seznek. Et d'ailleurs, j'ai fait une réponse, un droit de réponse. Normalement, ils devraient le publier, c'est obligatoire. Bon, on verra. Eh bien, voilà, ils sont mal barrés. Donc, ils sont très tristes en ce moment. Mais tu vois, le contraste total, c'est pour ça que ça ne peut pas durer chez nous, si tu veux. On ne peut pas rester comme ça en dehors de cette transformation, et de ces évolutions qu'il y a au niveau mondial sur un arrêt de l'inquiétude mystique écologique et de toutes ces conséquences que ça. Non, il y a vraiment un anachronisme total. Ces ministres, alors celui de l'économie, c'est le pompon, quoi. C'est absolument incroyable. J'étais, je m'en remets pas Eh ben, de sa déconnexion. écoute, on va voir combien de temps il va rester déjà, hein. Ça, Oui, c'est oui. pas garanti non plus que ce Oui, soit, ils très, ont très long. échappé à la Alors première motion de censure, mais je pense que ça va pas durer parce que c'est pas possible. voilà, il Et, faudra quand même et puis, qu'ils ce qu'il faut dire aussi, je pense que, comme je parlais des élites, dans les mois, semaines, mois, années qui viennent, la seule solution, ça va être un changement d'élite politique. Et j'ai parlé de ce ministre, mais on peut parler aussi, je te dis, d'Olivier Thibault, dont je parlais tout à l'heure, à la direction de l'OFB, quoi. Il va falloir vraiment une réforme, un changement des élites, parce que ce genre de personnages ne pourront plus rester dans le futur et après cette révolution qui va se produire, quoi. Parce que là, on est en train de voir tout craquer, quoi. bah, écoute, Bertrand, en attendant que tout craque, on va inviter nos auditeurs à Ouais. liker, Et en attendant s'abonner. que je devienne directeur de l'OFB, Bah, pourquoi pas? je Pourquoi pas? postulerai. Ça peut être l'objet d'une prochaine pétition, hein. On va appeler nos soutiens à signer pour que Bertrand Ouais, Aguillot devienne directeur de l'OFB. ouais, je serais très heureux de pouvoir diriger cette institution. Eh bah, écoute, on va demander, on va faire un sondage. On va voir Je crois qu'il y si aura les une tribune dans Le Monde, parce qu'ils ont fait une tribune dans Le Monde, tu sais, alors, il y a eu toutes les associations de protection de la nature, plein de députés centristes, l'ancien ministre de l'Environnement, enfin, plein de gens comme ça. Il y a Cédric Villani, enfin bon. Ils ont fait une grande tribune dans Le Monde pour soutenir l'OFB. Bon, eh bien, ils feront une tribune pour dénoncer ma nomination. eh bah, écoute, en attendant, on invite à s'abonner, Ouais, à abonnez-vous. partager, à liker, à commenter surtout, hein, si vous avez des choses et puis surtout à répondre à la demande d'appel à témoignage, si vous avez quelque Ouais, chose à dire agriculteurs, etc. Dites-nous, par rapport à l'OFB, racontez-nous. dites-nous et on vous recontacte et on relaye. Ça marche. À très À bientôt vite. Bertrand. Salut.